Aujourd'hui, dans Histoire de se balader, je vous propose de découvrir les collections les plus impressionnantes de Normandie. Et c'est entre la Seine-Maritime et l'Eure que je vous emmène à la rencontre de 3 collectionneurs passionnés. Ils ont réuni au cours de leur vie des galeries étonnantes de leurs objets préférés. Je commencerai ma balade avec une botaniste renommée. Corinne possède la plus grande collection d'hortensias au monde. C'est comme quand on tombe amoureux, on ne sait pas pourquoi. Donc pourquoi les hydrangeas? C'est parce que c'était mon destin. Puis j'irai à la rencontre de Dominique, un as du vélo qui collectionne les objets dérivés du Tour de France. Je peux dire environ 5000 figurines. C'est une passion, quand on aime, on compte pas. Bien sûr. Avant de finir avec Jean et Lucienne, ils ont créé un musée consacré à la Seconde Guerre mondiale, une période qui a marqué leur enfance. C'est quoi, c'est un tank en miniature, c'est quoi ça? Non, c'est une bombe roulante. C'est une bombe roulante. Oui. Histoire de se balader quand la collection devient une passion. As if you know the story of Flower Lake, Leviathan first in... Dans la série des plus belles collections de Normandie, c'est au parc de Shamrock, à Varengeville-sur-Mer, que je vais découvrir la plus grande collection d'hortensias au monde grâce à Corinne. But have you heard the story of my mother's fate? C'est impressionnant cet endroit. Et c'est ici que je voudrais vous faire rencontrer Corinne, qui est une collectionneuse, mais pas n'importe quelle collectionneuse, puisque regardez autour de moi. Elle a fait depuis de nombreuses années la plus grande collection au monde d'hortensias. We followed her to Joseph near the Indian raid. Et Corinne, elle est là. Tiens, je vais la retrouver. Corinne? Ah, bonjour, bonjour. Bonjour. Tenez. Bah quoi? Non? Ben c'est pas bien. Bonjour. Merci. C'est pas une belle fleur, ça? Si, c'est une très bonne plante et en plus c'est une plante vraiment intéressante, une plante sauvage. Moi, je suis venu pour parler des hortensias. Je prends la première fleur sur le bord d'un chemin. Et là, Corinne, alors ça s'appelle comment, ça? C'est un compagnon. Un compagnon. Ah bah c'est pas mal. Va, Je ne vais pas vous sortir les noms botaniques. Non, je vous laisse avec votre compagnon, alors. Et alors, justement, on parle des noms botaniques. Vous avez créé ce fameux jardin de Shamrock. 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 C'est un nom anglais. Ah bah venez, on va faire une petite balade. Vous allez me raconter ça, alors. Voilà. Et alors, pour constituer cette collection, j'imagine qu'il a fallu faire des voyages, non? Ça a commencé en 84. Alors au début, j'ai commencé par explorer et les jardins et les pépinières européennes, bien sûr. Ouais. Et puis très vite, je me suis dit que je ne saurais rien si je n'allais pas au Japon. Je voudrais savoir, on est ici dans cette très grande collection, la plus grande collection du monde Oui. d'hortensias. Ça, Oui. c'est le nom commun utilisé Ouais. par tout le monde. Mais alors, ce nom hortensia, Oui. est-ce que c'est en hommage à une hortense, par Pas exemple, du tout, ou pas? pas du tout. Un botaniste français qui s'appelait Philibert Commerson, vers 1750, qui est allé sur l'île de Roi. L'île de la Réunion. Voilà. Et à l'époque, là, il y avait un grand jardin d'acclimatation. Donc, tous les explorateurs apportaient leurs plantes de ci, de là, en attendant de les transporter vers le jardin du Roi à Paris. Et Philibert Commerson est arrivé là, et il a trouvé quoi? Une plante qu'il a trouvée superbe, et il n'a pas reconnu que c'était un hydrangea. Et comme il l'avait trouvé dans le jardin du Roi, Hortus, Ah. il l'a appelé Hortensia, du jardin, sous-entendu, du jardin du Roi. Ah, je suis déçu, alors, c'était pas pour une hortense. Il n'y avait pas d'hortense du tout dans le circuit. Et en fait, c'était une forme horticole. C'était pas du tout une plante sauvage. Corinne, si on remonte à l'origine, si on remonte à la source, Oui. on arrive où? Elle est née où, cette première hortensia? Sur Dans- la terre. Sur le Gondwana. Ah. Bah oui, c'est une plante très ancienne en fait. D'accord. Et d'ailleurs, il y avait des hydrangea au temps des dinosaures. Ah, déjà? Mais oui. Alors, toi, tu as beaucoup voyagé quand même. Tu es allé au Japon plusieurs fois. Oui, Tu j'ai vas. fait 5 expéditions au Japon. Et alors, lors de mon deuxième voyage, j'ai rencontré Maître Yamamoto, qui était un des 2 maîtres de l'hydrangea au Japon. Il m'a donné tout ce qu'il savait, avec une générosité extraordinaire. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es autant intéressé à cette plante-là et pas
Aux Ça, c'est tulipes. Non, mais c'est la question qu'il ne faut pas poser. C'est comme quand on tombe amoureux, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Donc, pourquoi les hydrangeas? C'est parce que c'était mon destin. Alors, là, c'est des fleurs qui sont, des inflorescences qui sont un peu fanées. Et alors en fait, si je prends cette fleur à la main, ce que j'aimerais voir, c'est que moi je croyais que l'hortensia n'avait qu'une couleur. Et là on se rend compte qu'il y a du vert, il y a du rose, il y a un saumon, enfin il y a presque trois Alors, teintes différentes. Ça hein. se voit encore mieux sur cette plante-là. Suivant l'avancée de la floraison, on a du vert, on a du bleu très franc, on a du bleu gris, on a une couleur parme. indéfinie. Oui, une parme, couleur indéfinissable, très très belle. Donc en fait, ça c'est un peu la caractéristique des hydrangeas colorés, c'est qu'ils prennent beaucoup de couleurs au fur et à mesure de l'avancée de la floraison. D'accord. J'ai entendu dire que dans les hortensias, Oui. il y avait du cyanure. Oui, c'est vrai. Il C'est y a du vrai. cya- C'est vrai. Là-dedans, en fait c'est un poison ça, on s'en rend pas compte. Non, mais c'est pas tellement les fleurs, c'est surtout les feuilles. Je suis arrivé tout à l'heure pour rigoler avec un bouquet, enfin un Oui, bouquet. ça aurait été plus sérieux de venir Mais comme oui, ça. mais j'ai pas osé de couper une hortensia, tu comprends bien, dans ta collection, c'est pas possible. On se tutoie, ça te va? Oui, oui, Allez, pas de on finit problème. en se tutoyant. C'est quoi la symbolique de l'hortensia? Ah, ça c'est très intéressant. Les Japonais n'aimaient pas tellement les hydrangeas parce que les hydrangeas fanent. Pour les Japonais, l'idéal c'est de mourir comme un samouraï, c'est-à-dire brutalement, au Ah, combat. d'accord. Et puis, le symbole le plus récent, c'est l'union fait la beauté. Donc, plusieurs fleurs ensemble qui forment une inflorescence, l'union fait la beauté. Travail d'équipe, ça. Bien joué, ça. Travail d'équipe. On continue la balade? Oui. C'est Robert, votre mari. Robert. Alors, Robert, On se régale. un petit shoot? C'est bon? Vous, Robert, est-ce que vous partagez la même passion que Corinne ou est-ce que tout simplement, vous n'avez pas le choix? Moi, j'ai suivi. Dans ce jardin, cette collection, elle est constituée de combien de... Il y a combien d'hortensias? environ 1700 plantes, ou un petit peu plus, plantes différentes, et il y a environ une quarantaine d'espèces, Ah, ce qui en fait la plus grande collection du monde? de loin. Vous, vous êtes aussi donc complètement... vous avez été attrapé par le virus de l'hortensia. Oui, non, mais c'est un virus, il faut faire attention quand même, parce que c'est assez contagieux. Ah oui. Donc dans toute la France et même dans toute l'Europe, il y a des gens passionnés. Aujourd'hui, la mode est à l'hortensia ou pas? Ah, complètement. C'est devenu une vraie folie maintenant. Ah oui. C'est la plante du siècle. Bon, bah, merci Robert en tout cas pour ces informations. Je vous laisse continuer votre travail et puis votre travail en commun avec les Japonais, avec votre femme. Et moi, je vais la cuisiner, j'ai encore plein de questions. Allez, on y va. À bientôt. Corinne, Oui. c'est grave ce qui t'arrive. Oh. Plus de 1700 plantes de la même variété. Ah, du même genre, oui. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de pathologique? Oui, sans conteste. C'est quelque chose qui est obsessionnel pour toi? Disons que oui, pendant les 25 premières années, ça a été totalement obsessionnel, à tel point que la nuit, j'avais une idée qui me venait, donc je courais dans le jardin avec une lampe de poche et j'allais vérifier. Qu'est-ce qu'elles te rendent, ces fleurs? Elles sont belles, elles sont belles. Elles m'ont donné un chemin de vie Ouais. que j'aurais pas eu sans elles. Et puis, elles m'ont fait avoir plein d'amis que je n'aurais pas eu sans elles aussi. Moi, quand je vois les gens qui sortent de là, les yeux en étoiles en me disant « Oh, c'est beau !» Alors ça, c'est la récompense, quoi. Quelle était ta première pièce et comment tu as débuté donc cette collection? Quelqu'un m'avait demandé un hydrangea qui existait dans un jardin et j'ai fait une bouture, c'était l'hydrangea mariesi. Et à ma grande stupéfaction, cette bouture a fonctionné, ça a donné une plante. Et du coup, ça m'a éveillée à cette plante. Il y a plein d'espèces, il y a beaucoup d'erreurs dans les livres. Alors ça m'a plu. Donc, je me suis attelée à corriger toutes ces erreurs. Et donc après, j'ai écrit mes bouquins avec ça. S'il y a une maladie qui s'attaque, Ah, je la soigne. tu la soignes. Voilà. Tu as réussi jusqu'à maintenant à soigner toutes tes plantes. Oui.
La dernière maladie qui s'est répandue un peu sur les hydrangeas, on la soigne avec du lait. Ah oui, On du lait de vache. Du lait de vache, on pulvérise avec du lait de vache dissous dans l'eau. Et ça met en place un champignon qui va manger le premier champignon qui était méchant. Ça veut dire que dans un jardin comme celui-là, on n'utilise pas de pesticides. Pas du tout. On est dans un respect même du biotope et puis de toute la biomasse qu'il peut y avoir Bien ici, sûr, hein. mais ça fait une île de fraîcheur, ça fait une île de pureté pour les papillons, pour les insectes, pour les oiseaux, pour toutes les bêtes. Est-ce que tu penses que ce jardin est rempli d'un certain pouvoir? Et quand je pense à un certain pouvoir, je pense au flower power. Ah oui, complètement. Tout à fait ça. D'ailleurs, je suis une hippie. Ah, t'es une hippie? Oui, Donc t'es flower power. absolument. Et jusqu'au bout de ta démarche. Peace and love. Est-ce que toi, en parallèle de cette activité, tu as développé autre chose qui serait plus artistique, qui pourrait résonner avec ça? Oui, je fais de la musique, mais enfin, ça n'a à peu près... Enfin, Ah. c'est complètement différent. Ah oui, mais enfin, c'est peut-être la suite du flower power ou pas? Ah oui, complètement. Là, tu m'as eu. Allez, on ferme les yeux. Un petit chorus. On pourrait jouer à deux, tiens. Oui, de l'air guitare. Ah, j'ai fait une fausse note, désolé. Candyman, salty dog. Je continue ma découverte des collections les plus originales à Avesnes-en-Bray avec Dominique, un passionné du Tour de France qui collectionne les figurines de la Grande Boucle. Salty dog. If you be my Candyman, I'll be your salty dog. Ah voilà, j'arrive. Là, je suis à Avesnes-en-Bray et au bout de ce petit chemin, je suis obligé d'arriver avec ma petite reine parce que je vais rencontrer un fan de la Grande Boucle, Dominique, qui collectionne depuis des années plein d'objets du Tour de France. Allez. J'arrive. J'ai passé la ligne d'arrivée. J'ai pas de maillot jaune, j'ai une veste bleue, mais j'ai hâte de découvrir votre collection. Bonjour Vincent. Enchanté. Bienvenue. Je vais vous montrer un peu ma collection. Alors, c'est pas une petite collection déjà quand même. Waouh. Ah, alors ça c'est marrant, tiens, je m'en souviens quand j'étais à l'école. Ça date de quand ça? Les premiers jouets datent des années 60. Bon, je suis né un petit peu après. Un petit peu après, je pense. Pas longtemps, pas longtemps. Mais alors, dites-moi Dominique, est-ce que vous avez déjà comptabilisé le nombre d'objets que vous avez en rapport avec le Tour de France? Je peux dire environ 5000 figurines, 5-6 000. Et puis, au niveau des véhicules, on va dire environ 1200, 1300. Mais c'est une passion, quand on aime, on compte pas. hein. Ça fait combien de temps que vous avez commencé cette collection? On va dire 93, 94. Et il y en a d'autres derrière, c'est l'effet Tour de France, ça c'est la transpiration Voilà. du sport à très très haut niveau. Et alors par exemple ceux-là aussi qui ont une drôle de tête là. Ça, c'est des jouets qui en gros datent de 1930. Et c'est les premiers véritables cyclistes en 2D dignes de ce nom. C'est une collection pratiquement complète. On a la collection à deux en France. Alors dans la pièce d'à côté, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez une collection de nombreux véhicules parce que c'est ce qui fait aussi la spécificité du Tour de France, c'est qu'il y a évidemment la caravane. Il y avait combien de véhicules dans les années 50 qui précédaient l'arrivée des coureurs? Alors, dans les années 50, en 52, il y avait en tout 120 véhicules. 80 en véhicules publicitaires et 40 en véhicules techniques. Et alors, quelle est la pièce que vous avez dans cette collection dont vous êtes le plus fier? La pièce la plus rare, la pièce que vous avez envie de chérir? Je vous Il y laisse en aurait- réfléchir. Je Oui, ferme. je- Alors, non, Non, vous me la sortez. Ah bah si, ah, Dominique, je vais voir. Je ne vais pas réfléchir, Ah, parce qu'en réalité, j'ai quelque chose qui, à mon avis, je dois être le seul en France à l'avoir. attention, mais vous allez être les seuls en France à la voir. Alors, il s'agit en réalité de 3 petits véhicules. Personnellement, je pensais qu'il n'en existait qu'un. Et j'ai découvert qu'il y en avait 3. Et donc, j'ai les 3. Le porte-vélo avec ce qu'on appelle un aboyeur, Ouais, le caméraman ouais. Et le commentateur? et le commentateur, tout simplement. Stacy passe à la corde et va-t-il gagner l'épreuve? Ah non, c'est plutôt au tiers, c'est ce que je fais. Hein. Donc ces 3 petites pièces-là, alors c'est marrant parce que moi je serais passé complètement à côté de ces 3 pièces. En fait, on ne sait plus où donner de la tête tellement il y en a. Est-ce que vous pensez, Dominique, qu'un jour vous serez rassasié ou alors vous êtes totalement... Vous avez besoin de votre dose, vous êtes accro?
Non, je suis pas accro. Lorsqu'il y a une belle pièce, c'est vrai que ça me fait plaisir de l'avoir. Je suis comme tout le monde. Est-ce que Mais vous avez parfois des tensions, des stress parce que vous ne pourrez pas avoir telle ou telle pièce, par exemple? Alors, je n'ai pas de stress. Il y a des pièces que je n'aurai jamais parce que j'estime que c'est du business. Et donc, je ne mettrai pas 4 000 € dans un petit véhicule miniature. Mais les plus chers que vous avez achetés, ça vous a coûté combien? Alors, la plus chère, elle m'a coûté environ 800 €. Ah, quand même, ouais. Alors, ça va vous surprendre. C'est un jouet mécanique des années 50, Il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Tout en métal. tout en métal. Moteur d'origine, il n'a jamais été retouché. Écoutez, nous sommes en train de retransmettre histoire de se balader en direct. Le Tour de France passe devant nous. À quand? Oh là là, c'est Laurent Fignon qui passe en tête. Non, c'est pas lui. C'était Marie à Caen. Ah là, j'adore ce car. J'avoue, là, j'aime bien. Et Ah, génial. Excellent. ça, c'est mon enfance à moi. Quand j'étais tout enfant, les jouets Joustra, c'était vraiment le sublime. Quand on pouvait avoir un jouet mécanique Joustra, on était aux anges. When I die, bury me deep down at the end of Bleecker Street, so I can hear. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu le Tour de France? C'était au bord de la route, c'était au Vert-Galant, et je pense que c'était en 1955 ou 1956. Vous aviez quel âge à peu près? En 1955, j'avais 8 ans. Vous aviez 8 ans. Quel souvenir vous gardez de ce passage du Tour de France? Le souvenir d'un ou deux véhicules publicitaires, assez marquant, et puis bien le jet de gadgets. C'était des petites lunettes en carton avec un côté vert, un côté rouge. C'était un petit chapeau d'Indien. C'était des gadgets que l'on n'avait pas à la campagne. Et donc, pour nous, c'était la fête. Donc en fait, sur cette caravane publicitaire du Tour de France, vous êtes sûrement un de ceux en France qui connaît le mieux son histoire, j'imagine. Alors vous êtes humble, alors vous allez me dire non, je pense pas, c'est Alors, pas moi. écoutez, j'avais un surnom lorsqu'on faisait les bourses d'échange. On m'appelait Monsieur Tour de France. Alors peut-être que la rumeur fait que j'avais effectivement quelques connaissances dans le domaine. C'est pour vous le moyen de garder une part d'enfance ou pas? Alors ça, oui, c'est une part d'enfance. D'ailleurs, les premières collections, c'était des petites voitures miniatures classiques. Et j'ai toujours collectionné par rapport, effectivement, aux souvenirs d'enfance. C'est votre fontaine de jouvence, quoi, en fait. Voilà, tout à fait. Ça, Regardez c'est très bien Dominique, résumé. il n'a pas l'air hyper jeune. Bah voilà, ça c'est grâce au Tour de France. Merci le Tour. Merci Dominique. Merci Vincent. Je quitte la Seine-Maritime pour l'heure. À Tony, je rencontre un couple de collectionneurs, Lucienne et Jean, qui ont ouvert un musée dédié à la Seconde Guerre mondiale. Alors, parmi les objets qui intéressent beaucoup les collectionneurs en Normandie, vous vous en doutez, voilà, ce sont les objets liés, en celui-là il est balèze quand même, à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le cas ici à Tony où se trouve un musée dédié à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est Jean et Lucienne que je vais aller rencontrer. Had succumbed and pulled me to the stone. Further from the towns you've known, I remain from where I had begun. Ah. Stumbled before I started, I was Bonjour Jean, vous allez bien? Ça va? Ça va bien. On est donc chez vous ici? Oui. C'est votre rêve un peu que vous avez réalisé, c'est ça? Oui. Parce qu'en fait, vous avez créé un musée avec des vestiges, des pièces de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Comment vous avez commencé cette collection? Comment l'idée vous est venue de vous dire que vous alliez accumuler tous ces objets non, liés à la non, guerre? il n'y avait pas d'idée. Ah oui. J'avais 8 ans en 40. Eh bien, j'ai vécu tout ça. Oui. Et puis c'est resté, puis je ramassais. Et puis je gardais ça chez moi. On va visiter alors? Oui. Oh là là! Qu'est-ce que c'est que cet objet-là? On dirait une fusée, presque, ce truc-là. Ça s'appelle comment, ça? C'est un V1. Les V1, c'était pas des avions pilotés, on est d'accord? Non, 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 c'était des... Les Normands appelaient ça des robots. Et ils s'écrasaient, et puis... Quand il arrivait au bout de la programmation, il tombait, il s'écrasait. Vous les avez vus s'écraser? Vous les Non, avez vus... non, non, non. Non, jamais? Qu'un seul qui est passé au-dessus de ma maison. Et alors, qu'est-ce que ça donne quoi quand il y a un V1 qui passe au-dessus de la maison? Puis d'un seul coup, il s'arrête, plus rien. Une grande explosion, les vitres qui bougeaient, c'est tout. Alors, vous avez plein d'objets roulants, pour moi, non identifiés, dont celui-là. La chignette Renault UE
d'approvisionnement. Ça servait à alimenter l'infanterie en première ligne. Vous avez fait un sacré boulot dessus quand même, hein. C'est incroyable. Hein. Une petite anecdote, si vous voulez savoir tout. Alors, en 40, mes parents, j'ai évacué dans la Creuse. Bon, et puis il est arrivé une chenillette comme ça, et puis le chef de chenillette et puis le pilote sont descendus. Puis un gamin de 8 ans, c'était à ma hauteur, je montais là-dedans. Ouais. Puis j'ai dit, quand je serai grand, j'en aurai une. Voilà. Je l'ai eu à 70 piges. Hein. Ah, pas mal, vous avez été patient. Et alors, il y a de la moto, évidemment. Moto, sidecar. Oui, enfin, c'est de la moto quand même, et je roule avec. Vous roulez avec? Oui, je suis un motard. Ah, d'accord. Il va falloir regonfler les pneus, Jean, parce que ça ne va pas le faire, là, comme ça. Hein. Ah oui, mais il regarde pas en bas. Non, regardez pas en bas, elle est un petit peu dégonflée, mais c'est pas grave. On va souffler un petit coup, ça va aller. Ça, c'était les motos qu'utilisaient donc les Allemands? Oui, c'était allemand, oui. On pouvait les charger d'armes ou pas, par exemple? Vous pouvez pas mettre une tourelle dans le Non, mais vous voyez, vous avez le support de mitrailleuse. Là, ça, c'est un support de mitrailleuse? Oui, la MG34. Alors, on continue la balade avec... Alors, il y a des maquettes. Je crois savoir que votre femme, elle a participé à cette collection. Elle est elle aussi passionnée. Et je la vois là-bas qui pointe le bout de son nez. Je vais aller la voir et je crois qu'elle va me raconter des choses sur la propagande. Okay. À tout à l'heure, on continue à discuter. Ok. Lucienne, vous avez beaucoup participé à cette collection, vous aussi. Hein? Ah oui, oui, oui. C'est une passion aussi pour vous? Oui, j'ai suivi mon mari et j'ai été intéressée. Qu'est-ce que vous avez vu comme affiche qui était assez présente pendant la guerre, par exemple? C'était celle-là, population abandonnée. Faites confiance aux soldats allemands. Ah, qu'est-ce que vous vous disiez alors? Ça ne correspondait pas avec ce que les parents nous disaient. Parce qu'il fallait se méfier du soldat allemand. Évidemment, on avait peur. Hein. C'était vraiment de la propagande. Hein. On utilisait à l'époque le mot de propagande? Non. Non? Non. Puis il y a celle-là qui est étonnante, j'ai du mal à... Vous avez la clé des camps, travailleurs français, vous libérez les prisonniers en travaillant en Allemagne. Oui, c'est ça. Si le gouvernement envoyait des travailleurs français en Allemagne, on va libérer des prisonniers. C'était un échange qui se faisait comme ça. On va continuer à discuter, on va retrouver Jean, votre mari, d'accord? Oui, je veux bien. Oui. Comment il a réussi à vous transmettre sa passion de cette collection, justement, de la Seconde Guerre mondiale? Ça, c'est quand on avait Porcelano. Ils étaient nombreux, les gens, à l'époque, comme vous, à collectionner des objets liés à la guerre? Non. Je l'ai dit, en 54, rentrant du régiment, les gens se débarrassaient. Ah ouais. C'était une période qu'on voulait oublier, en fait. Oui, exactement. Ouais. Quelles sont les belles rencontres que vous avez réussi à faire avec cette accumulation, cette exposition, cette collection? On a des copains qui sont restés depuis que je collectionne, forcément. J'en ai qui sont de mon âge, surtout. Oui. Parce que maintenant, les collectionneurs, c'est mes petits-enfants, puis mes enfants. Bon, en tout cas, vous transmettez votre passion, j'imagine, non? Bah oui. Quand les jeunes collectionneurs achètent quelque chose, ils viennent voir Jean pour lui demander si c'est bon. Est-ce que c'est bon ce que j'ai acheté? Oui, puis ils se font avoir. Ils se font avoir, souvent? Oh. C'est de la copie comme... Donc en fait, si on s'y connaît pas, il n'y a aucun moyen de l'authentifier. Non. C'est l'habitude, nous. C'est parce qu'on est des vieux, quoi. On sait. Mais eux, ils savent pas. Et alors, cette collection, elle est complète, en tout cas, pour vous? Pour moi, elle est complète, oui. Et alors, s'il y avait une pièce dont vous ne voudriez jamais vous séparer, ça serait quoi? Ça serait la chenillette, ça serait le V1, ou alors quelque chose peut-être que j'imagine pas? Ma moto. Ah! La moto. Quand on gratte un petit peu dans votre mémoire, il y a pas mal de choses qui ressortent. Ah bah oui, quand même. Et puis ce qu'on voit, en tout cas, c'est la passion que vous avez à avoir constitué cette collection. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. De rien.
Ah, vous avez entendu? Ah bah voilà, ce que me dit la vache juste derrière la haie, c'est que c'est la fin de l'émission. J'espère que vous l'aurez apprécié autant que moi et que vous vous serez rendu compte, comme moi, qu'en fait, les collectionneurs ne sont pas complètement fous, ils sont juste passionnés. Et ça, moi, ça m'émeut. Ouais, ça m'émeut. Là, si vous voyez, il y a des fleurs là. Voilà, des fleurs stériles. Très léger comme odeur. Ah, c'est très léger, oui, c'est pas violent. Je vais me la péter un peu. C'est très floral. Hein.